Bonsoir à tous. Le son m'a l'air bon. On est à l'heure. Je crois que c'est une première. C'est la rentrée. Des bonnes résolutions. Et donc voilà, première fois qu'on a un live à l'heure qui marche. Je vois que mon petit truc bouge. Donc normalement, voilà, tout le monde m'entend. Super. Et oui, je suis à l'heure. Je suis à l'heure. C'est une grande. Je crois que c'est la première fois, pour être honnête. Du coup, un peu bas le son. Ah bah non. Je peux pas. Ah, c'est ma voix qui est un peu basse peut-être. Ah si je. Ah, pardon. Est-ce que c'est mieux comme ça là? J'avais pas fait le bon réglage. Nickel. Bon, on va dire que c'est un sans faute quand même. Ok. Voilà. On oublie. On refait. Bonsoir. Bienvenue. C'est la rentrée. Comment ça va tout le monde? J'espère que tout le monde a passé un bel été. Du coup, bah, c'est la rentrée. Les news, bah, il fait froid. Il fait froid, il fait beau, il pleut. Du coup, c'est le moment de se réconforter dans son canapé en lisant un manga Kurokawa, je pense. Donc voilà, voilà. J'ai pas beaucoup de news à dire là, pour l'instant. À part, bah, on en parlera plus tard par rapport à ce qui se passe le mois prochain par rapport à la mission Spy. Du coup, on va commencer directement avec les nouveautés. Ah, non, non, attendez. Il faut pas que j'oublie pour notre cher CM, le thumbnail. Normalement, c'est bon. Et on peut y aller maintenant. Du coup, le premier titre, donc la première, enfin nouveauté, la première suite, c'est le deuxième volume pour une de nos nouveautés de cette année qui est Dans la peau de Miwa. Du coup, un peu de Miwa. Donc précédemment, Miwa donc, a été engagée. Il est là. Hein. Miwa a été engagée comme femme de ménage chez son idole absolue, Takashi Yatsumi. Attendez, je me sors mes notes un peu. Je me mets en plus en évidence. Voilà. Takashi Yatsumi, un acteur de renommée mondiale, c'est un peu le George Clooney, l'équivalent de George Clooney dans le manga. Sauf qu'elle a pris la place de quelqu'un d'autre pour obtenir ce taf. Pour ceux qui ont lu, en gros, elle est fan, c'est une passionnée de cinéma, elle est fan de ce mec et elle se fait virer de son taf où elle bossait dans un vidéoclub. Et elle voit une annonce pour travailler comme femme de ménage pour chez lui, mais il y a plein de prérequis et surtout, un des prérequis, c'est ne pas être fan de ce Takashi. Du coup, elle ne cède pas à la tentation, elle ne postule pas, mais elle n'arrive pas à ne pas résister à aller se. Parce que, évidemment, vu que c'est une grosse fan, elle est un peu pas une stalkeuse, mais en gros, elle sait où il habite et elle se retrouve à se foutre devant chez lui et attendre de voir qui est la fameuse nouvelle femme de ménage qui va bosser pour lui. Elle la voit arriver, la nana se fait renverser par une voiture à ce moment-là. Elle appelle une ambulance, elle se fait emporter par l'ambulance et à ce moment-là, la manager de Takashi sort, elle fait: «Ah, c'est vous la nouvelle femme de ménage?» Et il y a un petit quiproquo, c'est que euh, notre protagoniste s'appelle Miwa, mais je n'ai plus son nom de famille. Et la femme de ménage, l'officielle femme de ménage, son nom de famille, c'est Miwa. Du coup, il y a un petit peu petite entourloupe qui s'est faite qui a fait qu'elle s'est retrouvée à être embauchée. Du coup, incapable d'avouer son imposture, Miwa est tiraillée entre sa culpabilité et les moments privilégiés qu'elle passe donc en compagnie de son idole Yatsumi. Or, un jour, l'agence d'intérim qui a placé la vraie personne en tant que femme de ménage appelle la manager de Yatsumi et le poteau rose semble découvert un peu. C'est là-dessus qu'on commence le manga. On avait fini sur un cliffhanger le tome 1, du coup, je ne vais pas trop vous dire ce qui se passe sur ce début du tome 2. Mais on va beaucoup se focaliser sur le développement personnel de Miwa. Elle va un peu se remettre en question, surtout qu'il va y avoir une rencontre avec une ex qui va un peu lui faire. Bah, vous savez, au Japon, il peut y avoir tout cette pression de l'élite. Et les adultes, il faut qu'ils se fassent ci, faut être comme ça. Et elle, avec sa passion dans le cinéma, où elle s'enferme un peu là-dessus, ça peut être mal vu. Et il lui fait un peu culpabiliser. Et donc, elle va se remettre en question et elle va aussi se remettre en question sa passion pour le cinéma. Voilà, on va passer au petit visuel. De Miwa. Hop, tac, ouf. Hop, la caméra sur le teco. C'est une très bonne lecture. Très belle surprise. C'est chill, hein.
c'est chill. Donc, oui, voilà, c'est ça. Merci. Je vois qu'on a déjà répondu pour moi. Oui, c'est une tranche de vie romance. Mais il y a des très belles refs cinématographiques, par contre. Euh, Niwa qui se remet en question, la pauvre, sur cette belle double page. Mais il y a enfin, il y a du taf hein, au niveau des recherches. Je sais que dans le premier tome, là, il y en a un peu moins dans ce deuxième. Et elle est ultra calée, oui, en cinéma. Enfin, tu lui parles de Parasite, le film coréen, elle te dit ah oui, la scène avec l'enfant et le ciel bleu à, à 56 minutes et 33 secondes, quoi. Donc, ouais, elle est assez calée. Deuxième tome, deuxième nouveauté, un petit favori pour moi, un manga de sport, le tome 23, oui, de En scène. En scène. Du coup, la pièce de Abigail Nichols va enfin commencer, donc place au c'est Phaéton. Voilà, le nom, c'est Phaeton, Phaéton. Donc l'heure n'est pas à la légèreté pour notre protagoniste canadien. Ses parents pourront-ils assurer financièrement la suite de ses études, enfin la suite de sa scolarité à l'école du Royal Ballet en Angleterre? C'est une vraie question qui se pose. Elle a très peur de ne plus avoir sa bourse pour pouvoir continuer à danser en Angleterre. Bon, il y a quand même un peu d'espoir. Cependant, l'espoir n'est jamais trop loin. Mais là, on arrive à la pause d'été. Donc, pour la première fois depuis, je crois que ça fait 1 an ou 2, elle retourne au Japon pour les vacances d'été, ce qui lui permet un peu de se ressourcer, voir ses amis, voir ses anciennes camarades de danse. Et du coup, elles vont aussi faire un spectacle. Il y aura un gala organisé par son école de danse avec son ancienne professeure. Donc, alors qu'elle s'apprête à danser un extrait de Casse-Noisette, donc Casse-Noisette qui est aussi un rôle qu'elle a fait au Royal Ballet, mais elle fait un rôle différent pour justement élargir son panel de compétences. Donc, lors d'un gala au Japon, donc elle danse un extrait de Casse-Noisette lors d'un gala au Japon, désolé, je relis mes notes, mais en même temps, je rajoute des choses qui me popent dans la tête. Elle va recevoir du coup un message inattendu d'Abigail Nichols, qui est l'ancienne danseuse étoile qui lui donne des cours particuliers à elle et à sa collègue qui vient des États-Unis, dont j'ai oublié le prénom. Mais en gros, elle va lui. Parce qu'en fait, le rôle qu'elle va faire dans ce gala au Japon est un rôle. Elle a choisi ce rôle-là parce que c'est un rôle elle a vu Abigail Nichols le faire à la perfection. Et donc, elle a voulu le prendre pour pouvoir essayer de se mesurer à ça. Et en fait, comme sa prof au Japon est pote avec Abigail Nichols, elle lui a dit qu'elle participerait à un gala et elle lui a envoyé un message. Ah, pourquoi tu m'as pas dit? J'aurais pu te donner des conseils. Enfin voilà. Mais ça crée toute une histoire. Et après, il y a plusieurs choses qui en découlent. Mais c'était une très bonne lecture. Donc voilà, je vois qu'on. Evelyne, merci. Evan, tellement génial en scène. C'est trop sous-côté et c'est génial. Franchement, c'est une pépite à lire. Moi, j'ai lu. C'était pour Encuro Live il y a. Je sais plus quand, il y a un moment. Il y avait le tome 19 qui sortait et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me chauffer. Et j'ai lu en même pas une semaine les 19 tomes, tellement que j'ai kiffé. Du coup, voilà, c'est pour l'anecdote. Comme ça, je vous raconte un peu ma vie en même temps et les couvertures sont toujours sublimes. Savoir que QI, le mangaka, dessine très bien les corps en mouvement, ce qui est important dans un manga de danse. Les petits visuels, les petits. Voilà. Canadien qui rentre au Japon, qui revoit ses parents. Qui se rentraîne avec une de ses acolytes qui est rentrée aussi d'Europe. Du coup, elles impressionnent toutes les Japonaises qui sont restées au Japon parce qu'elles sont toutes les deux parties dans les écoles d'excellence de danse. Du coup, elles ont pris en grade au niveau de leur performance. Et voilà, un petit extrait du gala. C'est pas Canadien que je vous ai mis, c'est une de ses potes. Comme ça, on ne spoil pas trop, mais de très beaux dessins. Hein. Toujours de très belles planches intérieures. Voilà. Hop là. Et donc voilà, j'espère que j'arrive à vous donner envie par rapport à En scène, parce que j'essaye de convertir pas mal de monde. Du coup, notre prochaine nouveauté,
Senseiya Darkwing, tome 5. Du coup, je crois dans le tome précédent, si je me rappelle bien, il y avait eu des disparitions dans le lycée. Donc, afin de résoudre le mystère de ces disparitions qui ont lieu au lycée de Grade, des chevaliers d'or et des spectres qu'on connaît déjà pas mal vont y être déployés en mission sous couverture, et notamment parmi les chevaliers d'or. Il va y avoir donc toujours Sojiro du Gémeaux qu'on connaît, qui est le frère de notre protagoniste, mais il y aura aussi Eulalia en couverture du Scorpion et Vassilios du Lion, chevalier d'or du Lion. Du coup, Sojiro, qui est quand même assez carré, leur fait comprendre qu'il faut enquêter incognito, mais difficile quand tu es le chevalier d'or du Scorpion et le chevalier d'or du Lion, tellement tu as la classe de passer incognito au lycée. Bon, évidemment, ils ne sont pas en full armure, hein, mais ils émanent quand même quelque chose, notamment le Vassilios du Lion, et même en gros, pendant qu'ils mènent leur enquête, mais sans être trop incognito parce qu'ils se font remarquer, ça devient un peu les gars stylés du lycée, quoi. En gros, c'est un gars et une fille, et ils deviennent un peu les gens un peu stylés, tout le monde va leur parler, tout le monde va être leur pote. Et pendant qu'ils mènent leur enquête, il y a donc un élève qui s'appelle Lucas, qui est un élève doux et gentil, qui fait partie du club de piano. Il s'est un peu entiché de l'Alia, et apparemment, il joue du piano, et il remarque qu'il a du cosmos, et en fait, il se retrouve à être possédé par le spectre Minos, le griffon de l'étoile céleste de la noblesse. Et il a pour objectif de leur barrer la route. Du coup, un combat commence entre toutes ces personnes, et pendant ce temps, donc les clowns. Donc les clowns, je rappelle, c'est un peu l'équivalent des spectres des chevaliers d'or, qui sont les plus puissants soldats du faux dieu qu'on a découvert donc, dans cette saga, le faux dieu Démiurgos. J'ai peut-être fait une faute, non? Démiurgos, pardon. Voilà, Démiurgos lance leur attaque. Et donc, on a un combat. On va voir Scorpion à l'œuvre, on va voir Gémeaux, et on va voir, si on l'a déjà vu, on va voir le Lion. Et donc, c'était un très bon tome. Pour les fans de Senseiya, c'est toujours intéressant de voir un peu ce côté-là de la saga. Et je vais vous montrer les petits visuels intérieurs. Voilà, le fameux Lucas qui joue du piano. Une chanson écrite pour Eulalia qui est subjuguée par la beauté de la musique et le cosmos qui en dégage. Attention pour les belles planches, pour les fans. Tac, l'aiguille écarlate de l'Aléa, chevalier d'or du Scorpion. Je vous laisse un peu quand même pour admirer. Et Vassilios, chevalier d'or du Lion. Hein, il est pas trop stylé. Je me demande s'il n'y a pas un petit visuel d'une... Bah, voilà. J'en mets un quatrième, c'est cadeau. Et voilà. Le reste à découvrir avec le manga. Donc, c'était le petit résumé pour Senseiya Darkwing tome 5. La suite, avec une série chez nous que j'aime beaucoup, qui souffre trop de ses premiers tomes qui posent un monde un peu trop violent, mais la suite est très bien. C'est Goblin Slayer, tome 15. Enfin, on a la suite. Donc, et en plus, on a 2 Goblin Slayer ce mois-ci. Enfin, l'œuvre principale est un spin-off. Du coup, dans ce tome-là, dans ce tome-là, on reprend. À chaque fois, je dis on reprend là, on s'est quitté, mais c'est un peu logique. Notre groupe de joyeux lurons ont été invités par l'elfe, longues oreilles comme aime l'appeler le nain, à rejoindre la forêt des elfes, donc pour le mariage de sa grande sœur. Et il y a aussi, je crois, la vachère qui les accompagne, et la secrétaire de la guilde. Du coup, le Crève Gobelin et son groupe partent pour la forêt des elfes, accompagnés, donc, comme je le disais, de la vachère et l'hôtesse de la guilde. Et donc, mais sur le chemin, ils vont être évidemment attaqués par des gobelins, ce qui est à la surprise générale, parce qu'on se dit, même l'elfe se dit des gobelins aussi proches de la forêt des elfes. Un peu bizarre, normalement ils approchent pas trop. Du coup, ils vont. Alors attendez, parce que c'est un peu. Je crois que mon résumé, il est un peu brouillon. Il est un peu brouillon, comment je l'ai écrit. J'ai pas fait attention. Du coup, ils battent des gobelins.
Ils vont se poser, ils vont se faire attraper par les elfes qui vont voir que c'est dur quand même le fait qu'il y ait pas de prénom dans cette série quand j'essaye de faire un résumé parce que maintenant il y a plus d'elfes. Avant il y avait qu'une elfe donc c'est simple, je disais l'elfe, maintenant ils sont plusieurs vu qu'ils sont dans le monde des elfes. Du coup, ils vont se faire attraper par le beau-frère, le futur beau-frère de l'elfe de notre groupe et qui va au début, dire que: «Qu'est-ce que vous foutez là?» tatati tatata, puis après il va reconnaître, sa belle-sœur qui est la fille de la reine. Du coup, c'est pas n'importe qui, mais je crois qu'on le savait déjà. Et puis surtout, donc il va enfin rencontrer le fameux Orkblog, qui est le surnom que donnent les elfes aux crèves-gobelins. Ça va être un peu la déception pour tous les elfes, hein, parce que quand ils voient ce mec arriver, tout dégueulasse, avec son armure toute sale et ses lames émoussées, alors que dans les champs elfiques, il est un peu, il le sauce grave, il est très badass, il a la classe et tout. Tout ça, c'est qui ce guignol? C'est ça Orkblog, alors on avait tellement d'attentes. Donc ça va être un peu la désillusion, mais ça va pas durer longtemps. Et donc les gobelins vont même se retrouver à un moment, parce qu'il y a une bête sacrée dans la forêt qui permet de bloquer la rivière pour éviter des inondations. Ils vont se retrouver à chevaucher et à mettre à mal cette créature considérée comme sacrée par les elfes. Et évidemment, notre cher crève-gobelin va s'occuper de la situation. Et avec on va dire les longues oreilles, donc les elfes, comme toujours le nain, hein, j'aime bien ce surnom, longues oreilles, donc voilà. Les longues oreilles qui vont observer et qui vont rester perplexes face aux méthodes efficaces du gobelin, enfin du crève-gobelin, mais bon, toujours parfois considéré comme, euh, comment dire, voilà, fourbe, lâche et tout ça, mais intelligente et astucieuse. Et donc, ce qu'il va faire pour contrer les gobelins et éradiquer la menace qui s'ensuit sur les elfes. Du coup, c'est pour ceux qui connaissent la série, ils trouvent des gobelins à côté, ils se disent: «C'est pas possible qu'il y ait autant de gobelins, mais en plus il y avait pas ce type-là de gobelin, ce truc-là, c'est sûr, il y a un nid». Et du coup, alors qu'il devait être au mariage, il décide de se casser avec, le groupe de base, hein, avec, la prêtresse, l'elfe, le nain et l'homme lézard. Ils essayent de trouver le nid pour que le mariage se passe sans problème. Pendant que, la vachère et l'hôtesse de la guilde vont se prélasser, dans la zone, dans la forêt des elfes, voilà, vont prendre du bon temps, c'est un peu, la journée spa pour elles. Voilà, désolé si ce résumé était un peu brouillon, mais c'est un peu là, en fait, vu qu'il y a plein de personnages de la même race qui sont arrivés, c'est un peu compliqué au niveau des noms, vu qu'il y a pas de nom. Ouais, bon, bah, on commence, voilà. Voilà, comme je disais, les gens prennent du bon temps, ça se met en maillot pour se baigner dans les eaux, dans les bassins elfiques, tatati, voilà. Magnifique double page de la forêt. J'en parle autant parce que j'aime beaucoup cette série. Enfin, j'aime beaucoup, tout ce qui est jeu de rôle et tout, et c'est une très belle, enfin, je trouve qu'on retrouve vachement l'ambiance, de jeu de rôle, et puis avec toutes les références sur, les dés du destin et autres, et voilà la fameuse bête sacrée. Et voilà pour Goblin Slayer, tome 15. Très content d'avoir la suite. Maintenant, eh ben, on continue sur notre lancée de Goblin Slayer, on passe au tome 5 de Goblin Slayer Daikatana. Du coup, Daikatana, qui se passe une dizaine d'années avant les événements de Goblin Slayer, je crois. C'est ça, parce que normalement, Year One, c'est 5 ans avant le début de Goblin Slayer, et Daikatana, c'est 10 ans avant le début de Goblin Slayer. Daikatana qui raconte, pour ceux qui suivent Goblin Slayer, un peu l'histoire du groupe de la Vierge à l'épée, et notamment du gars assez stylé, le samouraï à la Kuzawa au fond de la couverture. Et bon, style graphique différent, hein, mais c'est très 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 sympathique. Du coup, dans ce tome, dans le dernier, ils ont fait des choses. Ah oui, pardon, j'avais une ligne que je comprenais pas. Du coup, il y a une rude bataille dans le dernier tome où ils se sont battus contre les Minables. C'était ce groupe d'aventuriers qui se cachait au deuxième sous-sol du donjon de la mort, en mode on attend que les gens se fatiguent, on les zigouille et on leur vole tout leur loot.
Du coup, pas très sympathique, pas très fair, et c'était surtout, il cherchait juste à se faire de l'argent. Du coup, nos aventuriers donc sortent du donjon, se posent, prennent un peu de repos, et il y a de plus en plus je trouve qu'il y a de plus en plus de mystères qui se construit autour de donc là, c'est le même principe que Goblin Slayer, toujours pas de nom, hein, autour de la lancière qu'ils ont rencontrée au début et qui a rejoint leur groupe. Je sais pas, il y a un truc par rapport à sa personnalité, son passé. Je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, et pas ça, mais il y a un truc lourd qui s'est passé avant, qu'on ne sait pas encore. Mais on voit qu'elle essaye de se rapprocher de du chef de groupe, le samouraï. Mais bon, pas le temps de niaiser. Aussitôt arrivé, il faut repartir parce que on a nettoyé le deuxième sous-sol et maintenant il faut nettoyer le troisième. Du coup, ils essayent d'explorer le troisième et plusieurs expériences terrifiantes. Terrifiantes, oui, on va le qualifier comme ça, attendent nos aventuriers. Et il y a une bonne surprise. La dernière page, voilà, vous verrez. Ce qui est dommage, par contre, avec Goblin, ce qui est dommage, c'est que l'anime est très avant sur les tomes du manga. C'est vrai, mais parce que l'anime ne se base pas sur le manga, il se base sur le light novel. Parce que même, par exemple, si je me dis pas de bêtises, alors j'ai pas vu la saison 2, j'ai vu les 2 premiers épisodes, mais même dans le générique de la saison 2 de Goblin, il y a des images de Daikatana. Du coup, je sais pas si on a vu du Daikatana dans la saison 2, mais j'avais vu, quand j'avais vu le générique de la saison 2, il y avait des images de Daikatana. Du coup, c'est pas décliné comme le manga, c'est décliné par rapport au light novel, qui est qui est l'histoire d'origine. C'est un peu comme ce qu'on peut avoir avec Slime, ça arrive là, je sais pas, la saison 3, je crois qu'elle a dépassé déjà le manga maintenant. Donc voilà, vous voyez, c'est un style graphique quand même différent, mais c'est pour. Moi j'aime bien, ça change. Alors, c'est pas comme l'œuvre principale, hein, mais c'est une histoire différente, du coup, un style graphique différent. Voilà, le donjon de la mort qu'on voit ici. Et voilà, des monstres qu'ils rencontrent dans ce troisième niveau. Et voilà pour Goblin Slayer Daikatana. Et oui, ce qui est cool avec Goblin, c'est que comme on a quoi, tac, 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 il y a plusieurs spin-offs. Il y a Light Novel, il y a Slime aussi, oui, avec plusieurs spin-offs. C'est des œuvres que j'apprécie tout particulièrement parce que ça nous permet de découvrir un peu tout le lore qu'il y a autour de l'œuvre principale, tout ce qui peut se passer en coulisses et tout ça. C'est assez intéressant quand on aime bien une œuvre de pouvoir en connaître un peu tous les aspects sous-jacents. Petite pause du coup sur les tomes, il en reste quelques-uns après, mais on va d'abord mettre en avant. Je sais plus ce qui est sorti là. On a ce qui est sorti ce mois-ci. On a le calendrier de Spy Family 2025 que j'ai avec moi. Très beau calendrier. Hop, alors attendez, je le déballe, hein, pour ceux que ça intéresse, avec des très beaux visuels de Spy. C'est une petite pause Spy Family. On reprendra la suite. Attends, mais ça serait peut-être plus pratique que je vous le montre en plein écran. Je me dis, parce que là, voilà, bon, là, vous avez le petit visuel. Hop. Ah, super. Bon, alors, il y a ça qui s'enlève, hein. Et voilà le calendrier que vous accrochez là. Avec de très beaux visuels, évidemment. Tout se transforme en poster. Ici, la petite bande là avec les dates, elle est détachable. Il y a des pointillés. Du coup, ça vous fait une petite douzaine de posters Spy. Assez sympathique. Voilà, je vais pas tout vous montrer. Mais voilà, très sympathique ce petit calendrier pour les fans de Spy. Je recommande. Et on va continuer sur du Spy avec le cahier de coloriage. Voilà, on a sorti le cahier de coloriage Spy Family. Donc, quand vous vous ennuyez, vous voulez passer du bon temps, vous avez. On va passer directement, je vais vous montrer un peu l'intérieur, mais c'est un cahier de coloriage Spy, donc avec des designs de Spy. Et voilà, des petits trucs, des visuels.
Parfois, il y a des coups, parfois, il y a d'autres visuels. Voilà, Anya et Bond à colorier. Anya, là, ici aussi, bah, double page d'Anya. Voilà pour le Anya Power. Très sympathique, je trouve. Petit pour passer du temps dans le train ou autre. Voilà, c'était la petite pause Spy Family. On retourne à nos nouveautés. Ah, vous voyez, je me fais rattraper. Pourquoi le cahier de coloriage sort le 19, il n'est pas encore sorti. Est-ce que le papier est épais pour le cahier de coloriage? Oui, il est épais. Là, je l'ai, il est épais. Hein. Pas de souci. Tu risques pas de transpercer ou de déchirer le papier en essayant de gommer ou en essayant de crayonner le papier. Prochaine nouveauté, bah, je parlais aussi de cette saga, de cette série. C'est moi quand je me réincarne en slime, Trinité tome 5. Du coup, grâce au nouveau pouvoir acquis par Limul, en devenant roi démon, Chion et toutes les autres victimes de l'armée de Falmus ont été ressuscitées. Mais du coup, Mélaville doit encore penser ses blessures, enfin penser ses plaies et réparer les dégâts causés par l'ennemi. Et surtout, elle doit s'apprêter à accueillir d'Inouab réfugiés en provenance de l'Orazanie, parce qu'il y a eu un conflit entre Milim et... comment il s'appelle? J'ai oublié. Comment il s'appelle le chef des Eurazaniens? C'est ça, là, les chefs des hommes bêtes. C'est un roi démon aussi. J'ai un trou. Mais bon, c'est un homme bête, il se transforme en lion. Chiron. Merci. Donc il y a eu un conflit entre deux. Milim a gagné, elle a rasé l'Orazanie. Donc tous les réfugiés viennent à Tempest pour demander l'asile. Et ça va créer des petits soucis parce que les hommes bêtes, notamment les lycanthropes, dont fait partie Fausse, sont des hommes très fiers et qui ne jurent que par la loi du plus fort. Alors qu'à Tempest, on est un peu sur le respect de l'autre et il y a des hiérarchies à respecter en fonction des connaissances et tout. Donc Fausse va être désignée pour s'occuper de ses compatriotes à leur arrivée et elle va être aux premières loges pour assister aux altercations entre les réfugiés lycanthropes et les adeptes, qui sont adeptes de la loi du plus fort et les habitants de Tempest. En gros, ils vont pas trop apprécier parce qu'ils vont construire un espace pour eux dans Tempest et les hommes bêtes, les lycanthropes veulent aider aussi à construire, mais c'est genre les gobelins qui donnent des ordres en disant bah là vous devriez faire ça, ou des orques, vous devriez faire ça comme ci pour construire votre maison, et ils aiment pas que un être plus faible qu'eux physiquement leur dise quoi faire. Et après bon, ce qui va entraîner des petits conflits. Fausse va faire un rappel à l'ordre, notamment les trois comment ils s'appellent les trois alors j'ai redécouvert ce surnom là. Eh bien, je l'ai plus. Mais on les voit dans l'œuvre principale. Il y a c'est la femme serpent et la femme tigre. Voilà. Moi, je trouve ça très sympa comme lecture. En plus, là, cette fois-ci, ça ne vous spoile pas l'œuvre principale, parce que il y avait ce souci sur comment vivre chez les monstres, parce que ça commençait très loin. Mais là, on est donc du coup, je crois, tome 15 de l'œuvre de l'œuvre principale. Ils ont un nom très drôle, c'est les mouscabettes, les mousques bestiaires, un truc comme ça. Les trois là, ils sont là avec Phobio et les deux autres. Je suis désolé, ça me turlupine. C'est le seigneur Calion. Alors Chiron, c'est le Carion, je crois que c'est le nom en anglais. Le seigneur Calion. Annie Mousquetaire, je crois que ça doit être ça, merci. Et donc voilà, je suis resté beaucoup trop longtemps, excusez-moi, ça m'a pris la tête. Je vous montre du coup des beaux visuels. Le meilleur, c'est Gaberu-sama. Il y a Gobota aussi qui est pas mal. Gobota, je soupçonne qu'il cache quelque chose. Enfin, ou alors qu'on nous cache quelque chose sur Gobota qui lui-même ne sait pas.
Voilà, petit visuel sympathique. Quand les mousquetaires arrivent pour faire régner l'ordre et faire comprendre qu'il faut pas foutre le bordel à Tempest parce qu'on est gentiment accueillis, donc on respecte les lois et les coutumes du pays dans lequel on va. On est respectueux. Voilà, voilà. Et les voilà, là, les trois. Là. Et voici pour Slime. Moi, quand je me regarde un Slime, Trinité, tome 5. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais la prochaine, c'est aussi un de mes isekai préférés. Bon, c'est chez nous, hein, je prêche un peu ma paroisse, mais j'adore ce titre. Et c'est The Ride on King, tome 12. C'était génial, j'adore. Moi, je trouve que ça aussi, c'est trop sous-côté. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Du coup, dans le dernier tome, dans le tome 11, le corps de Belle était en proie à un étrange phénomène. Elle s'est carrément fait posséder par cette tête qui a l'air d'être la chef. Alors, je vais dire la chef des méchants, parce que je ne sais plus comment ce groupe s'appelle non plus, mais elle s'appelle Vega, cette sorcière, ce personnage, qui est un être ultra puissant. Enfin, elle a l'air ultra puissante en tout cas. Et parce que Kanya, l'elfe qui accompagne du coup Plutinov, est témoin de ce qui se passe et elle essaye d'arrêter cette possession faite par Vega, mais elle est là, genre vas-y, arrête. Et finalement, à force d'acharnement, Kanya va arriver à lui faire rebrousser chemin, mais pas parce qu'elle est plus forte qu'elle, juste parce que elle se dit on se verra plus tard, je te laisse gagner pour ça, on verra, j'investis un peu sur toi pour voir ce qui va se passer. Mais. Alors, je lirai les questions après, parce qu'il faut que je me fasse déconcentrer. Et du coup, Plutinov et son équipe se rendent au duché du Hybrid en anglais, pour porter secours aux habitants. Mais ce territoire se révèle être le plus pauvre en mana, enfin en mana du continent. Il faut savoir que les êtres ont besoin de mana pour vivre. Du coup, la magie de la contrée est aspirée par le cadavre d'un dragon déchu qui se trouve au centre de la ville et qui a été enfermé dans un sarcophage rectangulaire. Et donc, ça aspire tout le mana. Et c'est pour ça que tout le monde est en mode. Ils ont, comme s'ils avaient des. On apprend pas mal de choses dans ce tome par rapport à. En gros, on apprend que les gens arrivent à survivre normalement s'ils mangent une patate par semaine parce qu'il y a le mana aussi qui est nourri. Et là, c'est pas le cas. Ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire que s'ils mangent pas pendant 3 jours, ils sont en galère. Et donc le peuple privé d'énergie magique meurt à petit feu en fait. Et donc notre héros va se faire capturer. Car ils se disent comme il a une grosse quantité magique, on va le donner au sarcophage. Comme ça va pas, ça va un peu apaiser ce qui se passe. Il va pas trop bouffer. Ils vont essayer de le donner en offrande. Mais bon, après, c'est connaissant Plutinov, lui, il veut juste essayer de régler le problème pour sauver les enfants. Et c'est un très bon tome. C'est un très bon tome. Oh, mais quel est ton isekai préféré? Ah, je crois que c'est Slime. Hein. J'adore Slime. Après, j'avoue que j'ai un avis très changeant. Mais là, j'ai regardé l'animé dernièrement et j'aime bien quand même Slime. J'aime bien. Après, il y en a pas mal. Après, il y en a beaucoup. Hein, il y en a trop. Il y a beaucoup trop d'isekai. Mais je vais rester sur Slime. Voilà. En plus, comme ça, je suis corporate. Désolé si j'en déçois. Mais là, le Raiden King, il me titille là. J'aime. Ce qui se passe là, c'est vraiment trop bien, quoi. Voilà. Kanya qui essaye de mettre à mal Vega, mais bon. Je montre la page suivante comme ça. Ça ne sert à rien. Puis je trouve que le dessin, en fait, dans Raiden King, il est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, voilà, là, quand il se fait capturer, il y a un bestiaire qui est super. Enfin, il y a des refs. Il y a des refs, voilà. Ah, ça me fait penser que dans Daikatana, j'étais très surpris d'une ref. Pour ceux qui. Alors, je sais plus.
sais pas s'il y en a ici qui ont joué au jeu Worms et qui connaissent l'origine de la Sainte Grenade dans Worms. Parce qu'il y a une ref à Monty Python quand même dans Daikatana. Je sais pas si notre cher CM l'a vu. Parce que je pense que... Enfin, faut que je retrouve... Je suis désolé, je fais une petite parenthèse. Faut que je retrouve ce monstre. Il est où? Alors. Il est où le lapin? Voilà. Juste, je montre ça. Si ça, c'est pas... La Sainte Grenade avec le lapin. Voilà. Pour ceux qui connaissent Monty Python, il parle, à un moment, ils se battent contre un lapin dans le tome 5 de Daikatana. Ils font oui, j'ai entendu parler de lapin à un moment, d'un lapin qui avait causé problème, mais ils avaient pu régler qu'avec l'aide d'un saint objet. Et il y a un dessin d'une grenade, la grenade avec la croix dessus et tout. Ça me fait rire. Ça m'a fait rire. Voilà. C'était désolé pour cet écart dans le live. Du coup, Raiden King, super isekai, super juste titre plein d'humour, dessin magnifique qui change d'habitude et franchement. Et pour ceux qui avaient un problème peut-être avec la ressemblance du personnage principal avec une certaine personne dans la vraie vie, ce n'est plus le cas et faut passer au-dessus parce que c'est super. Du coup maintenant, pour un titre qui n'est pas encore sorti mais qui sortira le 26 septembre, c'est Pokémon Rosa, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, qui est très attendu, si je ne me trompe pas, par nos amis fans de Pokémon. Vous avez même un petit, je vous montrerai tout à l'heure, un petit dépliant très sympathique. Du coup, pour parler de Pokémon Rosa, si vous appreniez que votre monde allait disparaître dans 10 jours, que feriez-vous du temps restant? Et surtout, avec qui le passeriez-vous? La région de Hoenn fait face à une crise sans précédent provenant des confins de l'espace. Les détenteurs de Pokédex unissent de nouveau leurs forces dans une aventure spectaculaire inspirée des jeux Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Alpha. Et c'est le premier. Je crois que c'est une série en 2 tomes. Je crois que c'est une série en 2 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Je vois qu'on a la question, c'est quoi vos séries? Si c'est à moi qu'on pose la question, c'est quoi vos séries de manga Pokémon préférées? Malheureusement, Pokémon, je ne m'y suis pas encore attaqué. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de tomes. Ils sont tous très épais. Et j'ai pas encore eu le temps il va falloir que je m'y mette. On m'a dit que c'est... Ouh, mais attendez, je suis tombé sur un visuel plutôt sympathique. Paf, hein, on les reconnaît ces deux-là? Ça c'est bonus, c'est cadeau, c'était pas prévu. Voilà. Donc voilà, ce que je vous disais, en fait, au début du tome, vous avez ce petit visuel couleur là, hop. Tac. Je crois que s'il se détache, non? Pas sûr. Alors, les petits visuels Pokémon, toujours sympathiques. Pokémon aussi. Désolé. Hop là. Je suis un Pokémon à attraper carrément. J'espère au moins qu'il faut utiliser une Master Ball. Pokémon légendaire même.
Voilà. Du coup, Pokémon Rosa. Enfin, donc Ruby, Omega, Saphir, Alpha. Rosa pour aller plus vite. Et voilà. Et maintenant, on va passer, du coup... donc, c'est ça, c'était le nouvel arc. Du coup, on dit pas de nouvelle série parce que Pokémon... Rosa, pardon. Oui, Rosa. Je dirais que j'ai Rosa, c'est Rosa. Je me fais réprimander à chaque fois. Mais bon, il y a un S en visuel. Et voilà. Bon, je ne me justifierai pas. Du coup, maintenant, on passe à la nouvelle série de ce mois-ci, qu'on est très content de présenter. J'espère qu'elle va vous plaire. Qui est Remède Impérial, l'étrange médecin de la cour. Avec des superbes visuels. Superbes visuels. Alors, je ne me suis pas fait de notes parce que je le connais très bien, mais du coup, c'est des histoires de cour. Remède Impérial. On commence dans un contexte. Donc, par exemple, le personnage que vous pouvez voir sur la couverture qui s'appelle Keun, c'est le prince héritier de l'Empire. Mais il y a un complot un peu par rapport à la première. Donc, il y a l'empereur, il y a l'impératrice qui n'est pas la mère de Keun, parce que lui, c'est le premier fils d'une concubine, je crois, si je dis pas de bêtises, mais bon, c'est pas très important. Et en gros, il y a la première concubine qui a eu un enfant aussi, mais elle veut que ce soit son fils qui soit le prince héritier, et du coup, elle fait des manigances pour un peu faire sortir du trône ou carrément éliminer Keun. Et elle est de mèche avec donc une sorte de secte qui a son emprise sur le royaume des Fleurs de Lune, qui, en guise de médecine, en gros, ils disent bah voilà, brûle un encens, on fait une prière, c'est bon, ton cancer, il va partir. Quoi. Enfin, ou t'as le bras coupé, prière, encens, c'est bon, ça va aller mieux. Ce qui, évidemment, n'est pas très efficace, mais ils ont une grosse influence. Elle est de mèche avec eux aussi pour faire un plan et essayer aussi d'assassiner Keun. D'ailleurs, le tome s'ouvre là-dessus. Keun qui est poursuivi par un assassin et avec son pote qui est aussi son garde du corps. Le garde du corps se retrouve blessé. Il cherche un médecin et ils vont tomber du coup sur notre ami Koyo, qui est une médecin un peu loufoque, un peu tarée et fan de muscles et de l'anatomie, du coup. Et ils vont pour la première fois observer ce que c'est la médecine, enfin la médecine moderne, enfin nous, la médecine telle qu'on la connaît, du coup, comme elle est aussi chirurgienne, elle recoue et elle répare, elle guérit vraiment, du coup, Shiei il s'appelle, l'ami de Keun, et il se dit: «Ah, il y a peut-être un truc à jouer si je la ramène à la capitale et que je montre qu'il y a une médecine alternative, au truc bidon que le culte propose, les encens et les prières, peut-être que ça peut solidifier ma place sur le trône. Ça peut, en gros, que la première concubine pourra plus le sortir du truc. Tac, tac, tac. C'est très agréable, c'est très drôle. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Je vous montre les visuels, je vous montre tout et puis en plus après je vous montre en avant-première le trailer qu'on a fait parce qu'il n'est pas encore sorti parce que j'attends toujours que le Japon me valide la version portrait pour TikTok et les Reels Instagram, mais comme elle n'est toujours pas validée, je n'ai toujours pas diffusé le trailer. Du coup, on est un peu en retard, mais on le diffusera plus tard. Mais je vais vous le montrer. J'ai la version 16/9, je vais vous la montrer après. Il y a aussi ça, les petites cartes qui sont avec des visuels. Donc, vous avez le visuel de la couve du tome 1 avec un extrait derrière. Et là, le visuel de Koyo qui sont disponibles gratuitement en librairie. Voilà. Donc, ça, vous pouvez les récupérer si vous les voulez. Les petits visuels, le dessin est très beau. Déjà, ah oui, d'abord, alors, on va par chaque chose en son temps. Regardez-moi ce double page couleur dès le départ. Ça, c'est dès le début, ça commence. On parlera de l'opération, des OP juste après le Kurogame. Si c'est pas beau. Donc voilà, par exemple, là, Keun qui essaye de s'échapper, il est poursuivi. Son pote qui se retrouve blessé. Et hop, il tombe sur la belle Koyo qui prennent presque pour la déesse de la lune. Mais Call of the Night, je crois qu'on a le prochain tome en novembre, non?
Et voilà, petit visuel. Voilà, elle est très choupie, mais vous allez voir, je vais peut-être trouver un autre. Vous verrez dans le trailer. Vous verrez. Ah, pour le collector. Ah, je n'ai pas d'infos supplémentaires. Peut-être en octobre. Pour l'instant, je ne. Moi aussi, je l'attends avec impatience. Call of the Night aussi, une série trop sous-cotée, c'est génial. Allez, foncez le lire. La date du tome 11 n'a pas été confirmée, je dis des bêtises, ne m'écoutez pas. Voilà. J'ai dit, je me suis emballé, je pensais comme tome 11, novembre 11. Mais lisez Call of the Night, c'est très important, c'est super. En plus, là, on arrive, ça sera en 20 tomes. Du coup, Remède Impérial, c'était top. Et ben, je vous montre le trailer et vous me direz ce que vous en pensez. Et vous verrez des petites facettes de notre petite Koyo. Voilà. Allez, c'est parti. Le son était un peu fort. Je me rends pas compte quand je mets un trailer si c'est trop fort ou pas. Je suis désolé. J'espère que ça va pas gâcher. J'espère que ça va pas gâcher le visionnage. Je suis très content de ce trailer. Il est très cool. Voilà, voilà. Donc c'était un très bon titre. On est très fiers de l'avoir chez nous. Donc voilà, bah, c'est toutes les nouveautés du mois. Je dis quoi? Oui, elle est un peu, elle est un peu lurée, mais elle est très drôle, quoi. Je vois que Nero, tu as l'air choqué. Que se passe-t-il? Bah, du coup, on va passer à la suite. Ah, putain. Pardon, ok, j'ai compris, Evan. Un peu lent. S'il est tard, longue journée, vous m'excuserez. Du coup, on va passer au Cure Game. Du 5, bah, comme d'habitude, hein, un 5 tomes à gagner durant ce live. La question, c'est quoi? Elle est toute simple. Donc, je vous rappelle le principe. Il faut suivre la chaîne pour pouvoir, parce qu'il va falloir répondre dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On va sélectionner une réponse au hasard et cette personne gagnera 5 tomes. Et la question est toute simple. Quel est votre arc préféré de Pokémon? Voilà, je vous laisse répondre. C'est simple, ça va. Comme ça, hop, vous lâchez ce que vous préférez. Nous, en fonction de nos préférences, on sélectionne. C'est pas vrai, on sélectionne aléatoirement. Pierre, si tu lis pas, tu peux dire La Grande Aventure, Perle, Diamant, enfin Diamant et Perle, Écarlate et Violet, Rubis, Saphir. Moi, si j'ai joué au jeu, ouais. Moi, je reste un mec un OG. Je suis pas allé, j'ai pas trop continué après. Je suis resté surtout sur les 151 premiers et la seconde génération, je dirais. Mais j'avais beaucoup aimé la cartouche Pokémon jaune qu'on pouvait avoir avec Pikachu. Et j'ai repris récemment avec épée, bouclier et violet écarlate.
Mais ouais, je reste quand même sur mes 150 premiers, Pikachu Arcanin, Carapuce, tout ça, quoi. Enfin, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, moi j'étais team Carapuce. Après, j'avoue que j'ai refait à chaque fois avec, en recommençant avec chacun. J'ai refait une partie avec chacun. Ah, mais Salamèche, tout le monde prend Salamèche. Après la scène dans l'animé où il protège sa flamme et tout, elle m'a touché en plein cœur. Du coup, il y a quand même Salamèche qui est un peu dans mon cœur aussi. Du coup, on va passer à la suite. Je pense que la question est claire, hein. Vous mettez votre arc. Désolé à notre cher Sam qui devra regarder toutes les réponses. Mais au moins, comme ça aussi, ça me permet de voir un peu votre amour pour Pokémon. Donc, d'abord, on va passer au rappel. Je fais des petits rappels sur ce qui arrive. On a les coffrets qui sortent le 10 octobre. Où est mon bouton? Voilà. Les coffrets Mahapi Marage et Demon Tune. Du coup, donc, ils seront des super cadeaux à offrir pour Noël. Du coup, il y aura... je n'arrive pas à lire ici, mais je crois qu'il y a un poster dans chaque coffret. Donc voilà, j'espère que ceux qui n'ont pas encore découvert Ma Happy Marriage, c'est une série qui est très appréciée et qui est magnifique aussi au niveau du visuel, et Demon Tune, c'est aussi... je n'ai plus l'info, je pense que notre cher CM peut m'aider, mais c'est fait par quelqu'un qu'on a déjà chez nous, et je n'ai plus l'info en tête, mais je n'ai pas pu encore le lire. Du coup, ce sera l'occasion, je me prendrai un coffret pour la découvrir. On en a beaucoup parlé. Paf, paf, paf. Ensuite, je fais un rappel rapide. Le mois prochain, le 9 octobre exactement, il y a la mission Spy Family, donc, qui aura lieu dans plus de 800 librairies. Il y a un site que je vais vous mettre là, sauf si on est plus rapide que moi. Mais sinon, si vous voulez voir si la librairie de votre quartier ou de votre arrondissement ou de votre ville, village, ce que vous voulez, propose, enfin, participe à la mission Spy, vous pouvez aller sur ce site-là et regarder sur la carte. Et donc, il y aura plusieurs activités. Il y a des marque-pages exclusifs, un Shikishi exclusif, il y aura de plusieurs cadeaux. Et c'est aussi là où vous pourrez trouver en avant-première, un jour avant la sortie, qui est le 10, donc là, le 9, vous pourrez aussi trouver le collector de Spy Family, avec sa magnifique couverture alternative. Et du coup, il y a des porte-clés et aussi des marque-pages. Mais la couverture alternative du tome 13 de Spy, c'est du petit lait. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un commentaire là-dessus. Il y a une OP Pokémon qui arrive le 26 septembre. Et pourquoi le 26 septembre? Parce que c'est la sortie de Pokémon Rosa. Voilà. De Ruby Omega Saphir Alpha. Et donc pour l'achat de... c'est trop petit pour moi. Je deviens vieux. Pour l'achat de... C'est où? Pour l'achat de 2 mangas Pokémon, vous avez 2 blocs de post-it offerts. Alors, il y a juste une opération différente chez Leclerc qui commence le 23 septembre, où il y a 3 post-it. Il y a les mêmes, plus un post-it Pikachu. Voilà, c'est une OP spéciale qu'on fait avec Leclerc et qui commencera le 23 au lieu du 26. Et c'est aussi pour l'achat de 2 tomes Pokémon. Spy Family, c'est le 9 octobre. Donc voilà pour l'OP Pokémon. Donc rappel aussi, toujours le 10 octobre, le nouvel arc qui sort, Écarlate et Violet. Voilà, qui sort le 10.
qui était très attendu aussi. Ah, il y a trop de messages, je vois pas tout. Spy, la mission Spy, c'est le 9 octobre et la sortie du tome 13, c'est le 10 octobre officiellement, sauf si vous allez dans une librairie qui participe à la mission Spy, elle pourra vous donner le tome 13 en avant-première. Et sinon, on va passer à une annonce de nouvelle série, une nouvelle série qui est pour le mois de novembre, qui s'appelle... Non, c'est pas ça. Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Voilà, donc alors ça parle d'un sujet très sérieux, du coup on prend ça assez au sérieux et on a choisi de sortir ce titre pour parler de ce genre de sujet. Et donc je vais un peu vous faire le topo de quoi ça parle, par qui c'est fait et tout. Bon, vous pouvez voir à la couverture que c'est pas forcément très joyeux. Donc vol, racket, violence, agression sexuelle en groupe. Si vous êtes victime de harcèlement et que vous ne trouvez plus de soutien ni auprès de vos parents, ni auprès de l'école, ni auprès de vos camarades de classe, et si vous avez perdu tout espoir, allez voir le détective Imamura. Il a les armes pour vous aider, il vous apprendra à vous battre. Venez à la rencontre de ce héros d'un genre nouveau. Exactement. Du coup, chaque tome est une histoire... et donc on le sort en novembre, le 14 novembre, parce que je crois que le 7 novembre, c'est la journée internationale contre le harcèlement, la journée mondiale contre le harcèlement scolaire. Donc chaque tome est une histoire distincte. On suit un élève victime de harcèlement qui va se faire aider par un détective spécialisé dans le harcèlement scolaire. Donc par exemple, pour le tome 1, c'est un jeune garçon qui a tenté de mettre fin à ses jours à cause du harcèlement de 4 de ses camarades de classe, et son grand frère va aller voir le détective pour qu'il vienne en aide. Le tome 2, le détective vient en aide à une lycéenne harcelée par d'autres filles de sa classe. À chaque fois, le détective aide l'élève à résister à ses agresseurs avec des conseils et des outils pour rassembler des preuves, et intervient parfois directement face aux adultes notamment. Donc chaque histoire est inspirée de faits réels. C'est scénarisé du coup par un détective en fait, donc qui s'appelle Hirotaka Abe, un détective renommé au Japon, spécialiste du harcèlement scolaire, qui a animé plusieurs émissions de télé, entre autres pour faire de la sensibilisation de manière pédagogique au Japon. Du coup, comme je le disais, le 7 novembre, journée nationale contre le harcèlement, donc on sort les 2 premiers tomes à ce moment-là. Et chaque tome contient des bonus, souvent en fin de chapitre, où le détective Hirotaka Abe aborde des points qu'il n'a pas pu développer dans le manga, en donnant notamment des conseils aux enfants et aux parents, en s'appuyant sur des exemples concrets. Voilà, pour cette nouvelle série qui parle d'un sujet important. Et donc, pour l'instant, vu qu'à la base, on pensait que c'était une série en 2 tomes, mais il y a un 3e tome qui est sorti, du coup, c'est une série en cours. Mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Et non, bah voilà, j'espère que ça vous intéresse. Moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et important. Donc voilà, et je crois que c'est tout ce qui était sur mon planning pour ce live. Pour ce live, si vous avez 2-3 questions rapidos, posez-les, mais j'avoue que je suis éclaté et j'ai très envie de rentrer chez moi et de faire dodo. Du coup, j'y répondrai. Après, sinon, je clôturerai le live. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Je suis très content de vous retrouver et de reprendre les lives après cette pause estivale. Du coup, je fais quand même un petit topo sur les prochaines sorties du mois. En tout cas, content que ça vous accueillez bien ce nouveau titre. On est très content de le sortir. Du coup, les prochaines sorties, donc Pokémon Violet Écarlate pour le 10 octobre, le coffret Ma Happy Mariage, tome 1, 2 et 3, le coffret intégral de Demon Tune qui aura 4 tomes, Ansel Sakamichi, tome 4, Hippo, tome de la saison 6, tome 27, Kaijin Rejo, tome 11, Maomiro, tome 21, Ramen Akaneko, tome 3, le goût des fraises, tome 4, le dernier tome pour le goût des fraises, Solitaire Perfect, tome 8, Spy Family, tome 13 et Spy Family, tome 13 Collector, The Heroic Legend of Arslan,
tome 20 et Tsugai, euh, Demons of the Shadow Realm, tome 5. Voilà. C'est un gros mois, effectivement. Il y a beaucoup de sorties. Je vais devoir faire beaucoup de slides pour le prochain live. Pour exemple, pour rejouer les questions, est-ce que vous savez combien de tomes il y aurait de Skeleton Double? Je n'ai pas le chiffre exact, mais pas beaucoup, parce que je crois que la fin de la série a été annoncée pour bientôt, ou elle a été annoncée. 5, voilà. Et pour Kill You Kill Me, on n'a pas de news à donner là-dessus, malheureusement. En tout cas, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Bonne chance pour le reste de la soirée. Faites attention à vous. Et date. Quoi, date? Date de quoi? Ah, le prochain live. Le prochain live, normalement, probablement autour du 10. Et sinon, il y a aussi... Ah oui, il y a un prochain live, le live thématique. Le live thématique avec Mademoiselle Soso qui sera sur Pokémon. Et qui sera le 26... on n'a pas encore annoncé, mais vous avez l'exclu. Il sera sur Pokémon et ce sera le 26 septembre. Voilà. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien.